Bon, bah écoutez, bienvenue dans ce quatrième meet-up de DevApps. Quatrième, c'est le numéro 3, mais c'est le quatrième puisqu'on est parti avec un index 0. Donc, bonjour à tous. Je ne peux pas encore dire bonjour à toutes, puisqu'on n'a que des garçons. Donc, on a 3 parties aujourd'hui. Une première partie où on a Damien qui voudrait nous parler de DDD en .NET Core. Est-ce qu'on parle de Domain Driven Design ou un truc comme ça, ou c'est autre chose? C'est bien ça. Ensuite, on aura Laurent qui nous parlera de Windows et des privilèges sous Windows. Windows 10, j'espère, pas Windows 8.0. Et puis ensuite, on parlera de GitHub et de Azure DevOps dès que Denis aura fini de taper sur son écran. Excusez-moi. Bien, on va tout de suite commencer. Donc, c'est Damien qui voulait nous parler de quelque chose. Oui, donc voilà. Alors, ce que je voulais, c'est lancer un petit peu un débat sur la façon dont on peut implémenter du domaine design au niveau de nos API en .NET. Alors pour ça, je vais vous présenter la façon dont moi je les implémente dans une API que j'ai créée spécialement pour l'occasion. Et on va essayer peut-être d'en discuter, voir un petit peu vos propositions, vos suggestions par rapport à ça et comment est-ce qu'on pourrait améliorer, enfin comment moi je pourrais par exemple améliorer pour bien faire du domaine pour bien faire du DDD. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite API qui permet de prendre des rendez-vous auprès d'un médecin. J'ai fait ça le plus simple possible pour que les explications soient également le plus simples possible. Et donc, alors avant de vous présenter un petit peu, je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien le Visual Studio? Oui. Ouais. Ok, c'est super. Alors, avant de rentrer dans la partie du code, voilà, au niveau du domaine design, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différents types d'objets. On a les objets, ce qu'on appelle les objets entités. Donc, ça va vraiment contenir une entité, ses données, ses comportements. Et c'est une entité, c'est quelque chose qui possède un ID. Par exemple, une personne possède un ID qui permet d'identifier. À côté de l'entité, on a ce qu'on appelle des value objects. Ce sont des objets qui, eux, ne contiennent pas d'identifiant. Par exemple, si vous avez une commande, vous pouvez avoir un objet de type amount qui va juste contenir le montant, donc le prix, et la devise utilisée. Troisième petite définition, c'est ce qu'on appelle les objets aggregate. En gros, on va travailler avec un objet, racine, qui va contenir tous des sous-objets. Et ces sous-objets, au fait, n'ont pas réellement lieu d'être dans le contexte actuel de vivre seul. Donc, dans mon cadre ici, comme on est dans une API qui permet de prendre des rendez-vous, on a l'objet appointment, qui est l'objet racine, qui va contenir un sous-objet de type enfant, docteur. Mais dans notre cadre, le docteur sans rendez-vous, il n'a pas lieu d'être. Donc l'objet aggregate root racine, on est bien au niveau de l'objet rendez-vous, et ce dernier contient un docteur. Au niveau des transactions, on va tout enregistrer d'un coup. Donc, c'est le principe des aggregate root, c'est que quand on fait un save, on enregistre tout l'objet à partir de l'objet racine et tous ses enfants. En parlant d'enfants. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est chez moi. C'est chez moi. Oui. Alors, au niveau de mon objet, la première chose que je fais, c'est que je mets tous les private, voilà, j'en ai oublié ainsi, tous mes secteurs en private. Alors, pourquoi je fais ça? C'est parce que je ne veux pas, depuis l'extérieur de l'objet, qu'on puisse aller modifier une des variables sans que je puisse moi-même vérifier que la valeur donnée est cohérente ou pas. Alors, je rassure tout de suite tout le monde, ça fonctionne très bien avec Entity Framework. Il supporte très bien ce style d'objet POCO, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et donc, on voit ici que j'ai un constructeur qui contient l'identifiant, le nom du client, la date de début et la durée.
Lorsque j'appelle mon constructeur, je vois directement, je fais mon premier check sur la durée. Voilà, le rendez-vous ne peut pas durer moins de 10 minutes. Si c'est le cas, je lève une exception. Et je suis obligé d'avoir un nom de client. Alors, j'ai juste pris le client name par faciliter l'explication. Ensuite, comme toutes mes variables sont en privé, si je veux pouvoir ajouter un docteur, je vais rajouter une fonction qui s'appelle setDoctor, qui contiendra l'ID, le nom et le prénom. Alors, si j'ai déjà un docteur assigné, ça ne sert à rien d'en assigner un nouveau, donc je vais retourner une exception. Non, on ne peut pas. Il y a déjà un docteur qui est assigné sur ce rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, je vais définir un docteur. Et c'est le même principe ici. Si je regarde mon docteur, alors j'ai oublié de mettre au private, donc l'exemple n'est pas bon. Mais tout passe par le constructeur. Je lui passe l'ID, le prénom et le nom. Et là, j'ai la possibilité de faire un contrôle sur toutes mes variables. Et dans ce cas-ci, je vérifie simplement qu'elles ne sont pas vides. C'est assez simple. Alors, un rendez-vous, j'ai la possibilité de faire plusieurs trucs. Alors, comme je vous dis, je ne veux pas donner la possibilité de modifier une variable en direct. Par contre, je veux avoir la possibilité de donner des actions sur mon rendez-vous. Alors, un rendez-vous, dans notre cadre ici, je vais lui donner la possibilité soit d'être postposé, donc changer la date de rendez-vous, soit d'être annulé. Alors, j'ai donc des variables qui sont isCancelled et cancel à raison, que je n'ai pas mis à jour ici, et une variable qui est date de début du rendez-vous et durée. Si je veux changer la date de rendez-vous, si je veux postposer, je vais me faire une méthode postposer qui va mettre à jour la date de début, la durée, et vérifier qu'une fois que la durée n'est pas inférieure à 10 minutes. Pour l'annulation, si je veux annuler, je veux qu'on me dise pourquoi on annule le rendez-vous. Alors, premièrement, je vais d'abord vérifier si le rendez-vous est déjà démarré, on ne peut plus l'annuler, parce que forcément, c'est un petit peu trop tard pour annuler. Et je vais vérifier que j'ai bien une raison qui n'est pas vide pour savoir si je peux annuler mon rendez-vous ou pas. Ensuite, je mettrai à jour. Donc, le isCancelled, je vais le passer à true. Et le reason, je vais le mettre à jour. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a toute la logique business qui est très simple dans mon exemple, évidemment, mais qui se trouve directement au niveau de l'objet POCO. On ne se soucie absolument pas de la persistance des données. Ici, on se soucie simplement de la logique business et des règles business. Si je puis me permettre, c'est plus un objet POCO. Ça reste un objet POCO quand même. Je vais quand même, comme je dis, dans mon projet domaine, je ne vais pas me soucier de tout ce qui est persistance des données. Par contre, je vais quand même créer mon interface de iAppointment repository qui va contenir une méthode d'ajout, de mise à jour, de find async et une méthode qui permet de retrouver tous les rendez-vous d'un docteur. Alors, on a ensuite un troisième type de classe qui sont les services domaines. Donc ici, j'ai une classe qui s'appelle Appointment Service. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, quand je postpose un rendez-vous, j'ai envie d'aller vérifier qu'effectivement, le médecin, à ce moment-là, il n'a pas déjà un autre rendez-vous de pris. À partir du moment où je fais appel au repository, je ne suis plus dans un objet POCO, donc là, je crée un objet service. Donc, l'objet service, c'est un objet qui soit est lié à plusieurs entités, soit qui a besoin d'accéder au repository. Donc ici, si je veux postposer un rendez-vous, je vais d'abord passer par mon service. Je vais récupérer le rendez-vous depuis son ID. Je vais vérifier qu'il existe, sinon je retourne en exception. Je vais postposer le rendez-vous. Et ensuite, je vais récupérer tous les rendez-vous du docteur en question. Et s'il y en a un qui est en même temps que le rendez-vous actuel, je vais dire non, on ne peut pas le postposer à cette date. Le docteur a déjà un rendez-vous.
si on reste toujours dans les règles métiers, on ne s'est toujours pas soucié de la persistance des données. La persistance des données, je le ferai dans un projet à part, qui par exemple est le projet infrastructure. Donc, il peut être fait soit en .NET, enfin en Entity Framework, qui peut être fait avec Dapper, qui peut être fait en IDE.NET. C'est vraiment dans ce projet que je vais seulement connaître l'implémentation du repository. Alors, dernier point, c'est au niveau de mon contrôleur. Je ne vais pas faire du CRUD simple. Je ne vais pas faire du CRUD bête parce qu'en fait, je ne veux pas qu'on puisse aller modifier les propriétés de mon objet puisque je veux pouvoir contrôler les modifications de mon objet. J'aurai alors évidemment une première méthode qui est une méthode d'ajout de rendez-vous. Alors là, dans ce cas, forcément, on a besoin d'y passer les données, l'identifiant du docteur, le nom du client, le date de début et la durée. Une fois que j'ai un objet, si je veux modifier un objet, je vais passer dans la route l'ID, mais je vais lui donner la possibilité soit de postposer, donc créer une route postpone, qui va contenir un objet postposé qui va contenir simplement la nouvelle date et la durée. Donc, si je regarde ici, j'ai la date et la durée. Et j'aurai une deuxième route qui permet d'annuler les rendez-vous, qui sera l'ID/cancel et qui va contenir une commande qui va contenir la raison de l'annulation du rendez-vous. Et donc, je n'ai plus vraiment de méthode update en tant que telle qu'on a l'habitude de voir, parce que ici, je veux vraiment contrôler des modifications possibles sur mon objet. On t'entend plus? Si? Excusez-moi, oui, j'ai mis mon micro en mute. Alors, je ne sais pas si tout a été clair pour vous, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été présenté. Alors, j'allais dire, déjà, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une approche à peu près similaire ou c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour vous? Silence radio. Allô, allô? Ah, moi, je fais pas ça. Donc... Pareil. Ça ressemble. Il y a des en fait, moi, je voudrais savoir, dans ce que tu as expliqué, c'est le DDD, cette découpe, elle se situe à quel niveau? Parce que là, on est passé d'une méthode à des interfaces, etc. Mais où se situe cette découpe de type DDD? Alors en fait, ce que j'ai fait ici, c'est de l'architecture en oignon. Donc, j'ai vraiment au cœur de mon oignon la partie domaine. Ensuite, j'ai tout ce qui est... Ah, perdu de nouveau. Il a reperdu son... Ok, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Alors, donc, comme je dis, c'est une architecture en oignon avec au centre le domaine, vraiment tout ce qui est partie domaine. Ensuite, j'ai une couche supérieure qui est tout ce qui est infrastructure. Et j'ai ma toute dernière couche qui est la partie applicative, donc l'API. Ok. Mais tout ce qui est domaine se situe vraiment au cœur et n'est pas impacté par les règles de sécurité, les règles de repository, les règles, etc. Et quel est l'avantage de faire ce que j'appellerais cette démultiplication de couches, comme tu le dis, au niveau des couches en oignon, donc d'utiliser, on voit il y a du médiateur, il y a des interfaces, il y a des objets, ça apporte quoi comme avantage? Alors ce que je voulais principalement montrer ici, c'est la partie domaine, c'était vraiment cette partie-là. Alors l'avantage, c'est que toutes les règles sont centralisées au niveau d'un seul projet domaine, et ce projet domaine, par exemple, c'est quelque chose qui peut être entièrement couvert par des tests unitaires parce qu'en fait, il ne suffit pas du tout de persistance, etc. Et donc, le but, c'est vraiment d'avoir une logique qui est centralisée et qui pourrait, par exemple, être partagée par un service qui n'est plus une API à ce moment-là, mais qui pourrait être un service, un Windows Service ou quelque chose d'autre. Et ce serait juste ce projet de domaine qui serait partagé entre tous. Ouais.
Je ne sais pas s'il y en a, comme demandait Richard, il y en a qui utilisent ce type de méthodologie, ce type de structure dans leur développement. Moi, je veux dire, moi, juste pour info, enfin, je n'utilise pas, je trouve ça joli, c'est très bien, mais je trouve ça, le fait de démultiplier les couches, je trouve ça trop compliqué à la longue pour pouvoir après, dans quelques mois, quelques années, savoir où il faut aller, adapter quelque chose, modifier, etc. J'ai déjà travaillé sur des projets comme ça, mais j'en suis jamais, enfin, j'en reviens toujours, peut-être si on est 50, mais c'est jamais moins souvent le cas, on est plutôt entre une petite dizaine de personnes et ça devient vite compliqué, mais je me trompe peut-être. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont de l'expérience aussi sur ce genre de projet, ce genre de découpe. Mais disons que moi, je suis plutôt, je pense plutôt l'inverse par rapport à ça. C'est qu'effectivement, comme chaque projet a sa propre responsabilité, c'est beaucoup plus facile d'aller devoir modifier quelque chose. Si on sait que c'est ça l'appel à la base de données, on sait directement que c'est dans la couche infrastructure et pas dans la couche domaine qu'on devra Ouais. participer, quoi. Ouais, moi, je suis un peu comme Antoine là, qui a posté là. Lui, il a accès à la conversation sur le côté. Ou alors, parce que tout le monde n'a pas accès. Oui, non, moi, je suis plutôt dans la décomposition, effectivement, repository, service et entité. Quand je disais entité POCO, pour moi, les entités POCO, il y a vraiment aucun code dedans, c'est uniquement des propriétés, voire des propriétés calculées, genre, par exemple, full name, où on fait la concaténation entre le name et le first name et le last name. Parce que là, ce qui me gêne un petit peu là, dans cette histoire, c'est que on a du code entre guillemets métier aussi bien dans Appointment que dans Appointment Service. Donc, oui, tout à fait, oui. C'est ça qui me fait souci. Et la deuxième chose qui me fait un peu souci, c'est que là, on a un sujet qui est relativement simple, où on sait à l'avance où on veut arriver. La plupart du temps, dans nos projets, enfin, moi, c'est mon cas. Hein. Au début, on commence quelque chose, on ne sait pas vraiment où on veut aller, ou plutôt le projet évolue. Ouais, c'est ça. Et dans une approche comme ça, il faut avoir vraiment une idée bien précise de comment on va manipuler les différentes entités. Pour exposer justement ces différentes méthodes, là, les sept machins, etc. Et moi, après, je critique, mais je n'ai pas eu d'expérience sur le terrain et je peux pas dire si à la longue ça marchera, quoi. Mais personnellement, je suis encore bien à l'aise avec ma décomposition. Ok, mais effectivement, le fait de devoir découper le projet qu'on a face au client et de savoir découper en plusieurs parties, en plusieurs petits domaines, ce qu'on appelle domaine avec frontières, donc savoir définir tous nos différents petits services qu'on va avoir, c'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est vrai qu'au niveau de l'évolution du code, c'est plus compliqué à maintenir, je suis d'accord, mais disons que c'est un travail beaucoup plus complexe à faire à la base qu'on a peut-être. Alors qu'on n'a pas ça si on ne fait pas ce type de découpe, effectivement, c'est vraiment bien analyser à la base dès le début et prendre vraiment un peu plus de temps sur l'analyse pour savoir faire ces découpes correctement. Et effectivement, c'est pas toujours facile. Ça dépend peut-être de la taille du projet aussi, oui, effectivement. Ok. Toi, tu as des expériences, tu as déjà travaillé sur des plus gros projets ou des équipes plus importantes avec ce genre de méthode et de méthodologie et tu as des retours d'expérience sur toi Alors ici, donc chez mon client actuel, on est plus sur une architecture orientée service. Donc c'est souvent des mini API qu'on a. Et dans notre cas à nous, justement, ça répond très bien à ça en fait. Disons que c'est plus dans le domaine des microservices, etc., où on aura plus facile d'implémenter ça que sur un gros projet monolithique où effectivement c'est beaucoup plus complexe. Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet? Dire quelques mois, quelques années? Non, ça fait quelques mois, je dirais. Oui, je dirais quelques mois. Ouais, c'est ça, moi je sais pas. Je suis un peu, c'est plus sur la durée. Je n'ai pas tellement d'idée de savoir comment ça pourrait aller par après. Ok. Bien. Bon, bah écoute,
Oui, merci de nous avoir présenté ça. Enfin, Merci bien, en tout cas. Ouais. on pourra. Si tu as des liens d'articles, si tu pouvais les mettre sur le Slack pour qu'on continue, on puisse aller un petit peu plus avant et qu'on puisse découvrir un peu plus les choses, ce serait intéressant. Oui, ok, bien sûr. Hein, écoute, merci Damien. Et maintenant, on va parler quelque chose de beaucoup plus fun. Puisque c'est Laurent qui va nous parler. De Windows, de sécurité, un petit peu tous alliés. Je suis un ovni chez vous. Là, j'ai à peu près rien compris de ce que je viens de voir, clairement. Au-delà de 10 lignes de code, moi, je suis perdu. C'est pas mon métier et j'en ai pas honte. Je l'assume. Chacun le sien. Moi, ma vie, c'est l'IT. J'ai été DSI dans des groupes plus ou moins grands. Maintenant, j'ai ma propre entreprise qui fait du dépannage. Et c'est suite à une discussion avec TOS où je l'ai vu d'un coup se plaindre d'UAC et tirer à vue sur UAC. Et c'est un peu l'histoire de ma vie. Donc je pense que moi je le vis souvent. Les gens ne connaissent pas en fait, on va dire, comment Windows se défend, comment Windows essaye de rester stable et propre. Et un peu sous forme de provocation, j'aime bien dire ça. Enfin, on est d'accord que ma vision, c'est que moi, un IT, je voudrais qu'on puisse tout bloquer pour que ce soit fiable et sécurisé. Et un dev, il aimerait bien tout pouvoir changer, casser, modifier pour pouvoir faire ce qu'il veut simplement. C'est un troll, c'est une provoque. Juste une petite chose. Damien, tu pourras arrêter ton partage ? Ah oui. S'il te plaît. Moi, je ne comprends rien, donc ça sert à rien. Merci. Donc, moi, je n'ai pas fait de slide. On va plutôt un peu plus discuter. J'espère que vous arriverez à me suivre. Donc, moi, je vois souvent des hotliners, des développeurs qui à la première intervention, au premier dépannage ou juste pour installer leur soft, enlèvent toutes les sécu. Donc, en gros, ils transforment un Windows 10 en Windows XP. Donc, moi, ça me fait bondir. Et puis, derrière, je maintiens. Alors, je vois aussi ce que ça implique. C'est curieusement, quand même, globalement, sur ces infra ou PC ou serveurs, qu'on voit des problèmes de fiabilité au mieux ou des problèmes de crypto, par exemple, ou de belle corruption ou de hacking même carrément, quoi. Donc, c'est pas un hasard. Donc voilà, je vous propose juste qu'on regarde un petit peu comment fonctionnent quelques éléments de base de Windows sur la sécurité et quelques notions d'abord pour qu'on se comprenne bien. Parce que je l'entends souvent. Voilà, le grand classique, c'est quelqu'un est en train de dépanner un PC et il nous appelle nous parce qu'on s'occupe de l'infra du client ou sur un serveur, puis il me dit j'ai pas les droits. Et la réponse classique, c'est on lui dit tu es administrateur de la machine ou du serveur, donc tu as tous les droits. Ah, mais ça marche pas. Et là, il y a une notion que je pense qui est importante et qui est toujours un malentendu permanent, c'est la notion de droit et de privilège. Un droit, c'est quelque chose qu'on applique soit à des fichiers, soit à des clés de registre, d'accord ? Le droit le plus haut étant toujours administrateur. Le droit d'ailleurs qu'on cherche au maximum à éviter pour un utilisateur, c'est celui-là, parce que non seulement ça va lui permettre de tout faire sur le fichier, mais ça va aussi lui permettre de changer les droits. Donc pour moi, c'est un droit qu'on doit éviter à tout prix pour un utilisateur. Donc déjà, expliquer ça à quelqu'un qui maintient un logiciel, c'est souvent compliqué, parce que quand on lui a mis, parce que moi, quand on me demande tous les droits, je mets par défaut modifier. Quand on lui a mis modifier, il nous dit « Ah mais non, j'ai pas tous les droits, je suis pas administrateur ». Bon, première petite parenthèse, mais elle est importante. Et en fait, ça, c'est les droits, mais il y a les privilèges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Windows, il fait la différence. Je suis administrateur, j'ai tous les droits, donc j'ai accès à tout ce qui est dans Windows, mais c'est pas pour autant que je vais avoir le privilège. Le privilège, en fait, ça va être un mode particulier, privilégié, qui va permettre de faire des opérations sur le système en étant administrateur. Mais par défaut, en étant administrateur, je n'ai pas tous les privilèges. Alors ceux qui connaissent, moi je connais pas très bien, mais ceux qui connaissent Linux, c'est l'équivalent de sudo. Je suis connecté en administrateur sur un système Linux. Je veux faire des opérations privilégiées. J'élève mes privilèges en lançant sudo. Sur Windows 10, c'est la même chose. Alors Windows 10 a beaucoup facilité les choses. Cette notion de privilège, elle est apparue avec Vista. Le vrai terme, c'est UAC, User Account Control. Le terme français, malheureusement traduit, qui est plutôt pénible, c'est contrôle de compte utilisateur. Je trouve dommage que ça soit traduit parce que souvent, les personnes voient ça comme deux choses différentes, c'est la même chose. Donc, sous Vista, l'idée, c'était ça. Dès qu'on a quelque chose de privilégié à faire, il faut le confirmer. Et là, on a un prompt très désagréable. Ça, c'est la partie visible. Mais surtout, il y a plein d'opérations que je vais vous expliquer après
redirection, de virtualisation dans Windows qui sont effectuées en fait. Donc sous Windows 10, ça s'est bien amélioré, on ne le voit plus beaucoup ce prompt, parce qu'en fait, il y a énormément d'heuristiques et de détection automatique. Premier exemple, je suis utilisateur, administrateur de ma machine, je lance un programme d'installation, j'ai pas de prompt UAC pour me confirmer que je dois élever mes privilèges, parce que Windows, il a reconnu le fichier d'installation, il a reconnu la signature, il a reconnu encore un autre petit artifice qui s'appelle un manifeste, qui fait que c'est bon, il va pouvoir exécuter l'installation. D'accord ? Donc ça, c'est un des artifices, mais il y en a plein un petit peu partout. Quand on accède au panneau de config, c'est pareil. Il n'y a pas de confirmation d'élévation, et pourtant, je fais des opérations privilégiées. Donc, par contre, si vous voulez faire des choses manuelles, là, vous l'affrontez, UAC. Exemple, vous voulez aller écrire dans Program Files, même si vous êtes administrateur, Windows, il va vous y empêcher. Alors, en fait, il va subtilement vous y empêcher. Et finalement, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous vous contentez de passer par l'explorateur, ou si depuis un logiciel, vous lancez une opération de copie de fichier ou vous créez un fichier, UAC va intervenir, va vous laisser le faire. Mais en fait, vous n'avez rien écrit. Je vais prendre l'exemple de Program Files. Vous installez un programme et vous mettez le fichier, ou un point .ini, tiens, à l'ancienne. Un fichier .ini à l'ancienne. Le sujet qui est toujours un paquet d'emmerdes. Le programme s'installe, met un point .ini dans Program Files. J'ai UAC d'activer. En réalité, UAC, il va intervenir. Il va laisser passer les exécutables, il va laisser passer les DLL, mais quand vous allez créer le fichier .ini, il va le virtualiser en quelque sorte. On parle de virtualisation du UAC, il va en fait le rediriger dans le profil utilisateur. Donc, le programme ne voit rien, l'utilisateur lance son programme, tout fonctionne en réalité. En plus, on aura rajouté quelque part, sans avoir à le faire pour le développeur, une fonctionnalité, c'est que le programme est devenu multi-utilisateur. Si un deuxième ouvre un profil, relance le programme, le point .ini, pourtant le développeur il a fait en sorte qu'il soit au même endroit. Comme ce n'est pas le même emplacement, il y en a deux, chaque utilisateur a son propre paramétrage en fait. Donc ça, c'est relativement intelligent, ça permet de protéger les dossiers sensibles de Windows. Donc en gros, les principaux dossiers, c'est Program Files, Program Data et Windows, forcément. Donc ça les protège, ça redirige. Finalement, on s'en rend quasiment pas compte et ça fonctionne bien. Mais là, moi, le grand classique, c'est l'intervention du hotliner qui dépanne, qui veut aller voir son fichier .ini. Et donc, il commence par l'ouvrir dans le bloc-notes, pourquoi pas. Et puis, il a des problèmes avec. Et puis après, il se jette sur UAC, puis il l'enlève. Et là, en réalité, il est passé sur un autre .ini. Et là, voilà, c'est classique. C'est pour ça qu'ils enlèvent UAC souvent, faute de compréhension. Je comprends rien, ça a tout effacé, ça a tout supprimé. Alors qu'en fait, il suffisait de comprendre, et à la limite, c'était plutôt bien. Son programme qui n'était pas fait pour UAC, il est devenu protégé, c'est-à-dire que finalement, son propre dossier, il n'y a plus grand-chose qui peut intervenir dessus, et il était devenu multi-utilisateur. Roaming aussi, en l'occurrence d'ailleurs, pour les utilisateurs en entreprise qui ont des profils itinérants, ils vont pouvoir passer de machine en machine et retrouver aussi leurs paramètres. Donc c'est pas mal en réalité. Cette logique, donc je viens de vous expliquer, qui est assez simple, de la redirection finalement de dossiers, elle s'applique aussi à la base de registre. La base de registre, je pense que j'apprends rien à personne, j'espère, mais des fois je vois bien qu'il y a des développeurs qui ne le savent pas forcément. Je provoque un petit peu volontairement, mais malheureusement j'en vois régulièrement, je dois le dire. Moi j'ai envie de leur apprendre Windows, ces pauvres personnes. Des fois d'ailleurs ça se passe plutôt bien, on discute, mais des fois on a affaire à des gens complètement fermés qui juste c'est Windows, quoi. Et ça, il n'y a rien qui m'énerve plus, honnêtement. Donc le registre, j'y reviens, on va dire, il y a deux grandes bases de registre. Il y a HKey Local Machine, qui est la base de registre machine, et HKey Current User, qui est le profil utilisateur. Pour faire court, je fais plein d'abréviations. HKey Local Machine, il est virtualisé aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche à écrire dans HKey Local Machine, au passage, même s'il est administrateur, UAC va intervenir et va rediriger certaines clés dans le registre utilisateur. Donc, même principe, va virtualiser et rendre multi-utilisateur. Ça veut dire que si on utilise Regedit, par exemple, en réalité, c'est une vue qui passe par le filtre de l'UAC. Non, parce que Regedit, justement, Windows le détecte et il affiche bien le vrai registre. D'accord. Voilà. Mais la subtilité, elle est là. On peut imaginer que
un utilitaire qui irait faire un query dans le registre pas reconnu par Windows. Par contre, il se ferait duper finalement, mais par Regedit en l'occurrence. D'accord. Voilà. Et donc, ça aussi, ça marche bien. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des programmes qui, quand ils s'installent, créent des clés de registre dans HKey Local Machine, parce que c'est un programme d'installation, donc c'est passé parce que Windows l'a autorisé. Mais au moment où ensuite l'utilisateur va modifier des paramètres et l'éditeur n'a pas fait cette séparation entre le profil et la machine, ça va aller écrire ça va être virtualisé, ça va aller écrire dans le registre utilisateur. Donc rendre l'application multi-user finalement, multi-profil. Donc voilà, c'est ça c'est tout simple. Vous savez, j'ai pas passé 3 heures. C'est pas des notions très compliquées. Sur mon site web, il y a les clés de données. D'ailleurs, ça m'a permis de remettre à jour. Il y a des petits changements dans Windows 10 à cause du store, pour être précis. Mais c'est la logique, on la comprend. En gros, c'est tout ce qui est système est protégé et demande des privilèges. Et autant que possible pour éviter, on va dire, s'il y avait eu que les privilèges sans UAC, il y aurait des accès refusés. Comme il y a UAC qui intervient, qui virtualise, qui redirige, ça permet finalement de rendre le logiciel plus compatible avec le fait de ne pas être administrateur, de pouvoir avoir accès partout. Et la finalité étant de protéger Windows. Voilà, c'est-à-dire que l'utilisateur, il est administrateur de sa machine, il lance un exécutable pas très sympa, un crypto, un keylogger, que sais-je, qui va essayer de s'installer dans le système. Probablement que cet outil il arrivera juste à s'installer dans le profil utilisateur, mais pas plus loin. Donc c'est plutôt pas mal. Alors la conséquence pour l'utilisateur, le développeur, toi TOS par exemple, c'est quand tu vas aller écrire dedans, quand tu vas aller modifier ce genre de fichier, ne pas désactiver UAC, sinon en fait on repère tout ce qu'on venait de faire et qui a été virtualisé, et puis c'est augmenter ses privilèges. Alors il y a une méthode super simple, démarrer, exécuter, CMD en administrateur. Voilà, là j'ai bien accès au système de fichiers, j'ai bien accès à Program Files, je peux bien aller écrire dedans, taper dedans. Depuis là, je peux lancer l'explorateur d'ailleurs. Et là, je vais être en explorateur, en mode privilégié. Donc je vais avoir accès aux fichiers. Bon, moi, le plus courant dans mon métier, c'est le fichier host, par exemple. Si je vais chercher le fichier host qui se trouve dans C, Windows, System 32, Driver, etc. Je l'ouvre dans le bloc-notes, je fais fichier enregistré, puis là, il me dit « Ah ben non, accès refusé ». Si j'ai ouvert un CMD, que dans mon CMD, je fais un notepad de ce fichier-là, dans mon CMD privilégié, là, je peux le modifier, je peux l'enregistrer, puisque j'ai ouvert une chaîne de contrôle en privilégié avec des process privilégiés. Ce que tu racontes là, en fait, on le voit beaucoup, c'est aussi l'évolution du système et la non-évolution de certains développeurs. Alors, je vais taper sur le dos de développeurs et aussi sur les IT, tant qu'à faire. J'ai vu des logiciels qui existent encore et toujours, où déjà le développeur n'avait rien à branler, c'était on inscrit dans le dossier du logiciel. Ouais, c'est ça. On voit toutes les semaines. Qui tournent toujours. Et ensuite, qui n'ont aucune connaissance de Windows. Quand je dis aucune connaissance, c'est l'évolution des privilèges qui est arrivée avec Vista, avec le Virtual Store qui était dans l'AppData, l'incompréhension au niveau de quelle différence tu vas faire entre le roaming et le local, ou le local low, par exemple. Donc ça, c'est aussi à comprendre. Et qu'est-ce qu'on fait des données qu'est-ce que c'est que d'un seul coup le programme data qui est apparu avec je ne sais plus quel système ou quelle mise à jour de l'OS. Vista aussi. D'accord. Et en fait, si tu veux, tout ça, les anciens programmes, j'en ai peut-être encore même sur ma machine où ils ne respectent pas ça. Et du coup, c'est la foire à neuneux, quoi. Ou quand tu vas désinstaller, ils n'ont pas... En fait, là, je suis en colère parce que je sais de qui je parle. J'ai même des noms, si je veux les balancer. Moi aussi, je me retiens, j'ai des noms d'éditeurs. J'ai des noms de développeurs, moi. Et du coup, j'ai envie de taper dessus parce qu'ils n'en ont rien à branler. Il faut leur métier, on leur a payé pour faire ça. Maintenant, la base de registre, oui, à l'époque, je l'ai fait comme ça, mais j'ai pas envie de changer. Fainéantise du développeur. C'est vraiment ça. Donc ça me casse la tête parce que du coup, ça me fait chier au niveau de mon système sur des logiciels que j'utilise. Et secondo, au niveau des IT, je fais aussi beaucoup de support. Je vois des IT qui ne sont finalement pas des IT. C'est plutôt des mecs type papy-mamie qui jouent avec PowerPoint et qui balancent des conneries et qui ont un métier IT dans une boîte, qui ne connaissent rien à Windows. Et du coup, quand moi, je suis en support, donc je dois faire appel à des gens comme toi, mais qui sont en plus incompétents. Mais c'est la guerre entre le dev et l'IT parce qu'ils n'ont aucune connaissance de Windows. Je t'ai raconté une anecdote qui m'a fait toujours rire. Elle est toute récente. Elle n'a même pas 3 semaines où un mec dans une grande boîte en Belgique, franchement une grande boîte,
il a un nom, il a un titre dans l'entreprise, 20 jours, je me suis dit, le mec, il gagne des millions par mois, et il ne comprenait pas qu'il installait un programme sur un Synology. Déjà, je dis, t'as envie de pleurer, et puis il ne comprenait pas que sur une autre machine, ça ne fonctionnait pas. Bon, et là, tu te dis, mais merde, quoi, mais putain. Moi, c'est l'histoire de ma vie, hein, et je me retiens de mettre au pilori des noms d'éditeurs, et même certains connus, ou d'installateurs certifiés de ces éditeurs qui font encore ça sur des serveurs, hein, clairement. Moi, je le vis Vive les web apps, quotidien. Des serveurs sur lesquels il faut qu'il y ait une session d'ouverte, il faut qu'elle soit administrateur, des PC sur lesquels, quand on installe le logiciel, il faut effectivement que tout le monde soit administrateur, enlever UAC, enlever le pare-feu. On pourrait parler du pare-feu, hein, sur le même sujet. Il y a plein de mécanismes en fait dans Windows qui protègent aujourd'hui Windows. En fait, XP pour moi était la caricature, enfin le système le plus ouvert qui soit, avec toutes les dérives que ça a donné. Et plus on avance dans les versions de Windows, plus Microsoft protège tout en fait contre ces gens-là finalement. Mais le problème, c'est que pour des raisons de compatibilité, il y a toujours un contournement possible, et finalement, on en revient toujours au même dégâts, quoi. Les personnes qui mettent qui remplacent des DLL système de Windows dans Windows, ça, normalement, Windows, il sait bien se protéger, mais il y en a qui vont toujours à la fin à la hache et avec tout ce qu'il faut, et qui arrivent à le faire, quoi. Donc, je t'ai envoyé une URL. En fait, Todd, si tu peux la relayer, puis si vous pouviez la relayer, cet article, je l'ai fait un jour de colère avec un éditeur comme ça, justement, où j'en pouvais plus de passer derrière lui et de le voir tout casser, clairement. Et en fait, je l'avais appelé les 12 commandements d'un administrateur de parc pour un développeur. Et UAC en fait partie, mais il n'y a pas que ça. Je vous dis, ça, je peux revenir plein de fois si vous voulez, hein, sur plein de petits sujets comme ça. Je pense au pare-feu, je pense à des technologies comme Windows Resource Protection, qui est une techno qui permet en gros d'éviter de casser des fichiers système de Windows. En fait, Microsoft a rajouté plein de choses comme ça dans Windows à chaque étape pour le durcir finalement. Moi, dans ma vie, on va dire, le système le plus durci que je connaisse, le plus idéalisé que je connaisse, c'est la S400. Où en gros, pour mettre un fichier sur un S400, il faut avoir signé un formulaire en 20 exemplaires et l'avoir fait tester par IBM en donnant les sources du fichier. Et n'empêche que c'est increvable, un S400. C'est hyper robuste. Windows, on y vient à chaque couche un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a UAC, il y a le pare-feu, il y a Windows Resource Protection. Donc je vous dis qu'en fait, dès qu'on écrase en gros un fichier système de Windows, dans la minute qui suit, Windows remet le bon. Il y a plein de techniques. Le fait d'imposer les signatures de drivers aussi, c'est tout simple. Mais alors, ça a été un problème pour un peu les PME, parce que les petits développeurs, les petits fournisseurs de périphériques ont dû payer pour voir leurs drivers signés. Donc pour eux, c'était pénalisant. Mais pourquoi Microsoft a fait ça? C'est qu'avant de signer les drivers, il les passe dans une moulinette et il s'assure qu'ils vont pas taper dans le kernel ou dans les systèmes. Enfin, comment le dire simplement, dans les couches privilégiées de Windows, quoi, en fait. Donc c'est aussi une manière de trier. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que du coup, à l'inverse de ça, on a toujours des clients qui ont des machines sous XP, sous Windows 7, parce que ça marchait encore un peu, mais surtout sur XP, parce que le constructeur de la carte d'acquisition vidéo ou en mécanique ou en injection qui coûte 3000 €, il n'a jamais été capable de refaire son driver, puisqu'il est plus capable de le faire en réalité, puisque ça tiendrait pas dans Windows, quoi. Donc ça a aussi freiné, du coup, on se retrouve avec des monstres de compatibilité. Et en plus, dans les entreprises, c'est souvent les plus critiques. Je vous dis, une machine-outil à 100 000 € qui est attachée à un PC. Moi, allez, la caricature, on peut aller encore bien plus loin. Moi, j'ai un client qui a une machine-outil rattachée à un PC sous MS-DOS 3.3. La machine-outil vaut 100 000 €. Et bien sûr, s'il contacte l'éditeur, le constructeur en réalité, qui n'est pas informaticien à mon avis d'ailleurs, si tu veux changer le PC, faut changer la machine-outil, quoi. Donc là, c'est la caricature, mais je vous assure, c'est vrai, c'est un MS-DOS 3.3 en allemand. Et de temps en temps, on est obligé de recloner un disque IDE quand il se met à déconner, donc pour vous dire. Ouais. Mais il y en a un petit peu partout, un petit peu tout du long comme ça. C'est-à-dire que Windows était ouvert, donc il a permis plein de choses. Maintenant, c'est plus le cas. Heureusement, contraint et forcé, la plupart des éditeurs s'y sont mis. Mais il y a des résistants qui cassent tout. Alors je vous dis, nous, c'est notre vie de support, et on déteste ces gens-là. Et voilà, et j'écris ce genre d'article à cause de ça, et je fais ce genre d'intervention pour ça. Ces gens-là, j'aurais qu'une envie, c'est de passer une demi-journée avec eux et de les former à Windows. C'est triste, parce que pour moi, ils devraient. Nous devs, pardon. Ouais, vas-y Christophe. Nous devs, on
on est un peu quelque part loin de tout ça pour les nouveaux projets, puisque maintenant, techniquement, on part dans le web, c'est évident. Ça peut être vachement mieux même pour toi, mais comme tu disais, tu n'as pas fini, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, toi oui, parce que tu vis du support, mais il faut voir ce qu'il y a encore chez les clients, les artisans, mais il y a des trucs, mais c'est à mourir. Parfois, nous, développeurs, je redis, on est à des millions d'années-lumière d'une réalité, en fait. Mais justement, tu parles de millions d'années-lumière par rapport à ça. Justement, j'ai une question, c'est plus par rapport à ce qu'un développeur pourrait faire, parce que tu parlais tout à l'heure notamment de la base de registre. Et j'ai, moi, vu quasiment une cassure au moment où Microsoft a sorti .NET Core, où on est arrivé sur, tiens, on va faire du multiplateforme, etc. Donc forcément, la base de registre, c'est plus un standard. Et donc, on est passé sur des développements d'applications où on enregistrait tous les paramètres dans la base de registre, ce que je trouvais vachement pratique pour tout ce que tu as expliqué, paramètres accessibles pour l'utilisateur, pour la machine, etc. Et on est arrivé maintenant à un fichier de config, un JSON qui se trouve sur le disque juste pour le gérer. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Un cauchemar. Un cauchemar quoi? Le JSON? Parce qu'il y a plein de choses qui se cassent derrière le registre. J'en ai dit 10% là. Le fait d'avoir le multiprofil, le fait de pouvoir aller dedans, le fait de faire du roaming, mais il y a aussi les GPO, pouvoir contrôler. C'est-à-dire dans une entreprise, on installe un logiciel. Comme ce logiciel il utilise des clés de registre, on fait une stratégie système, des GPO, ce qui va imposer le fonctionnement par défaut du logiciel. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents sur tous ces nouveaux environnements, toutes les apps que moi j'ai beaucoup de mal à appréhender, à comprendre d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'elles sont monolithiques dans un endroit, et finalement il n'y a plus de contrôle. Donc je trouve ça un peu désastreux, parce que ça veut dire qu'on n'a plus cette notion d'entreprise. Maintenant, je trouve ça aussi miraculeux, parce que Microsoft et les autres entre guillemets constructeurs de framework, je pense, vous me corrigez si je dis des bêtises, vous impose l'endroit, vous impose le lieu. Et ce lieu, il est containerisé, il est protégé. Vous n'allez pas taper dans Windows ou dans le système ou dans l'arborescence. Donc finalement, ça, au moins, c'est protégé. Mais on perd tout le contrôle en fait. Au niveau dev, il y a une page Microsoft que je ne sais plus, c'était les bonnes pratiques. Au niveau software, elle existe. Je l'ai déjà vu. C'est ce qui m'avait réappris à l'époque de plus aller. C'était à l'époque, vous savez, d'arrivée de Vista, quoi. Il y a eu des bonnes pratiques pour les devs de desktop. J'allais dire que Vista a sans doute été la dernière version où il y a eu ça. Aujourd'hui, je pense que si on demande à 5 équipes différentes de Microsoft les bonnes pratiques, ils seront en incohérence, clairement. Par exemple, quand Windows 10 est sorti, et moi, dans mon domaine IT Pro, ça nous a choqué à la sortie. On nous a dit, le registre, c'est fini. Les stratégies système, c'est fini. Mais pourtant, je suis pas dans... Ouais. Aujourd'hui, je connais pas une seule entreprise qui continue pas de déployer, de mettre au point et de faire des stratégies système. Alors, il y a les stratégies système, il y a des remplacements en mobilité, on va dire, ça s'appelle MDM, mais ça existe toujours et ça existera toujours. Donc, en fait, il n'y a plus une bonne pratique, il y a la bonne pratique, je sais pas comment vous le dites, Windows Desktop, on va dire, les applis natifs de Windows, qu'est-ce que je viens de dire, qui n'a pas changé. Et qui pour moi reste le plus confortable dans un parc. Et puis après, il y a les autres applis qui sont plus containerisées et en contradiction. Et on pourrait parler d'Office, par exemple, qui est à cheval entre ces deux-là. Aujourd'hui, quand vous installez Office, vous n'installez plus, entre guillemets, à l'ancienne, on va dire, des fichiers, des DLL et des paramètres du registre physiquement, mais il y a une forme de virtualisation aussi. Donc, on est entre les deux, c'est flou. Je vous dis, ça donne un parc aujourd'hui, une incohérence sur les PC qui est assez dur, assez difficile à suivre. Moi, j'aurais bien aimé, c'est que pour les IT en tout cas, que Microsoft mette à la disposition de vous les packages. C'est-à-dire que vous avez un programme d'installation, puisque avec une de mes apps VB6, quand j'avais fait une session à expérience, là, on pouvait packager une application VB6, je vous dis bien, j'insiste bien sur les mots. Donc, vous imaginez, c'est des programmes MSI. Et en fait, l'idée était de créer un package qu'on mette dans et on l'a testé avec un GodMS, et qu'on la mette dans le store entreprise. Et ça marchait, mais il fallait tous les droits, et puis il fallait un truc spécial Microsoft à l'époque. En fait, ça existe, ça s'appelle un MSIX. MSIX, oui, mais MSIX, c'est encore assez limité. Tu dois être l'éditeur, tu dois faire des trucs assez complexes, et tu dois être dev. Alors que j'aurais préféré que l'IT ait la capacité de dire, voilà, je te package un truc, boum, type faire un Docker, je sais pas, spécial, et hop, t'envoies ta boîte. En fait, c'est le
le rêve et le fantasme, je pense, de MSI X, justement, qui est un truc qui permet, je vais dire vaguement parce que je pratique pas, je fais pas des gros déploiements à des milliers de PC dans des entreprises, donc j'automatise pas beaucoup, mais l'idée, c'est justement de fournir un environnement pour packager facilement, avec une expérience moderne, je cite, des applications et les installer sous Windows 10. Et puis, tu as cité le mot, et le fantasme suivant, c'est tout ce qui va être encapsulé encore plus. Alors là, on était sur les applis modernes, encapsulé, y compris sur les serveurs, dans des, je suis en train de chercher le terme, aidez-moi, tu viens de le dire, dans des Docker, voilà, ce genre de... Je suis pas encore sûr de quelle techno, mais l'idée, elle est là. C'est vrai que moi, j'en rêve. On a parlé des PC où on est quand même plus à l'aise, mais je vois exactement le même problème sur les serveurs des clients où on est obligé d'installer l'application de l'éditeur, où souvent d'ailleurs le pauvre installateur qui est chargé de faire ça n'est pas IT du tout, donc on essaye nous au maximum de l'encadrer, pourvu qu'il ne casse pas notre serveur en gros. Qu'est-ce que j'adorerais le jour où ce sera un paquetage à installer simplement emballé, j'ai envie de dire, protégé du système et qui se protège du système, à tes soins Richard, et puis qu'on saura justement déplacer d'un serveur à l'autre, quoi. On y vient, mais ça va prendre 5 ans à 10 ans, je pense, au moins. Parce qu'il y aura toujours des logiciels desktop. Je pense pour longtemps, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc je sais pas comment, voilà, moi c'est aujourd'hui mon profond ressenti, c'est effectivement Microsoft n'aide pas. Microsoft a fait croire pendant un moment et tente de le faire toujours qu'il n'y a pas besoin d'IT pour faire du logiciel. Alors, je n'ai jamais été d'accord avec ça et je ne le serai jamais. Je vous en ai donné la preuve. Il faut au moins un minimum de culture, il faut comprendre ce sur quoi on s'installe, forcément. Et dans Windows, il y a comme ça plein de choses qui sont, si on ne les connaît pas, vos ennemis, mais en fait qui peuvent être des super atouts. Je vous dis, même UAC bien utilisé, ça vous permet à moindre frais de faire une appli qui va être plus sécure, qui va être plus multi-user. Une fois qu'on l'aura bien faite d'ailleurs, elle pourra être compatible avec des terminals serveurs, des services RDS, donc c'est finalement positif, quoi. Donc voilà. Ok, bon, on savait que tu étais bavard. On en a une confirmation. Si vous voulez d'autres sessions sur d'autres sujets comme ça, j'en ai plein. Je vous dis, on n'a pas parlé du pare-feu, on n'a pas parlé de la protection de Windows. Il n'y a pas de problème, il y en a plein. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Ouais, on verra justement dans le Slack, dans le channel Meetup, s'il y a des gens qui ont d'autres sujets, d'autres questions sur ce sujet-là, ce serait intéressant qu'ils les soumettent. Comme ça, on verra si on fait ça dans une autre émission. Dernier petit sujet. Merci Laurent. Dernier petit sujet. Vous savez qu'au niveau contrôle de source, façon de parler, je vais me faire allumer si je dis ça. On avait jusqu'à présent on avait TFS et puis on peut utiliser maintenant Azure DevOps. Et c'est l'an dernier, je crois, Microsoft a racheté GitHub. Et donc, on arrive à une situation actuellement où on peut utiliser soit GitHub, soit Azure DevOps pour ses développements. Donc, la question que je me posais dernièrement, c'est on a un projet là dans une société où on était tous sous Azure DevOps, et tout d'un coup, il y a une équipe externe qui est arrivée pour un projet bien spécifique, et ils nous ont tout mis sur un projet GitHub. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que dans le futur, est-ce qu'il va y avoir un merge entre les deux? Est-ce que l'un va disparaître au profit de l'autre ou ça va rester comme ça les deux en parallèle? Tu poses la question à qui? À tout le monde. Alors, moi, j'ai mon petit avis sur la question, mais les technos, en gros, maintenant sont de plus en plus identiques. Microsoft, derrière, c'est du Git. Donc, comme tu le dis, il y avait du TFVC, mais même en interne, ils sont en train de migrer tout. Je pense d'ailleurs que tout est migré maintenant sur des dépôts de type Git. Donc, c'est les mêmes outils et les mêmes technos qui sont utilisés en couche de fond, que ce soit GitHub ou que ce soit Azure DevOps. Par contre, Azure DevOps a énormément de services en plus. Ouais. Oui, pour ce qui est de la partie contrôle de source. On a Git contre Git qui dans les deux cas. Mais on a tous les environnements qui sont différents.
Et donc, on a beaucoup de choses au-dessus, ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on a GitHub. Chez GitHub, on a les actions qui sont arrivées, qui sont un petit peu, si j'ai bien compris, dans l'esprit des pipelines. Ouais. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que s'il y avait un choix à faire aujourd'hui, pourquoi irais-je dans l'un plutôt que dans l'autre? Faut voir ce que les autres en pensent. Moi, je pense que Azure DevOps a pris une largeur d'avance beaucoup plus importante sur justement toutes ces couches supérieures, sur tous les outils. Il est beaucoup plus ce qu'on appelle un ALM, donc un outil de gestion complet. Donc il a, alors oui, il y a ça dans GitHub aussi, un wiki, mais il est pour moi un peu plus avancé aussi au niveau Azure DevOps. Il y a gestion des tâches, avec gestion des tâches, des bugs, personnalisation des tâches. On peut mettre, on en parlait de la sécurité notamment là-dessus, qui a accès à certains modules, pas d'autres modules et des choses comme ça, que GitHub n'a pas. Donc il va beaucoup plus loin que juste gérer du code et juste effectivement avoir des modules. Mais quel est l'avenir? Je ne sais pas. Mais dans l'état actuel des choses, et à mon avis encore pendant quelques années, Azure DevOps, c'est un niveau au-dessus. Est-ce que Microsoft a à un moment donné envie de fusionner les deux? Moi, j'y crois pas. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir les deux, bien que ce soit deux équipes différentes? J'y crois pas non plus. Donc, il y a un conflit entre les deux systèmes pour moi qui sont là. Donc, c'est difficile à répondre pour ma part en tout cas. Mais dans l'état actuel des choses, pour moi, Azure DevOps, c'est un cran, même plus qu'un cran, et largement au-dessus en termes de fonctionnalité. Sur tous les domaines, quoi. Dans les personnes qui sont là et qui n'ont pas peur de parler. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si c'est bon. Non, je suis assez d'accord là sur le fait qu'Azure DevOps a plein de fonctionnalités en plus. Clairement, que ce soit sur la gestion des packages, des issues ou des pipelines qui sont mieux intégrés, notamment quand tu commences à faire des pull requests là sur GitHub, tu es obligé de commencer à mettre des règles un peu avancées pour bloquer par exemple les CI. Il faut que le CI soit vert pour pouvoir merger, etc. Et des petites choses qui sont mieux intégrées, je trouve, dans Azure DevOps. Après, c'est sûr que GitHub, ça a quand même l'avantage de... C'est un projet qui est plus ouvert. Si tu veux aller vers de l'open source, par exemple, clairement, on va sur GitHub pour commencer, parce que c'est la communauté, elle l'est. Donc là, tu n'auras pas le choix. Oui, mais moi, mon cas, c'était justement, c'est là où j'étais un petit peu contre, puis j'ai pas eu mon mot à dire, c'est que on est passé sur GitHub, alors que 99% des projets sont sur Azure DevOps, on est passé sur un projet privé hébergé sur GitHub. Et pour quelle raison? Ils ont donné quoi comme avantage ou comme intérêt? Parce que l'équipe de développement extérieur qui arrivait était à l'aise avec ça et ne connaissait pas Azure DevOps. Ouais, c'est pas une bonne raison, quoi. Son meilleur vendeur que toi, Richard, donc. Pardon? Son meilleur vendeur que toi, Richard. Oui, absolument, oui. Ouais. Maintenant, c'est vrai que GitHub mais je suis d'accord, moi, plus sur les aspects open source, deux avantages énormes. Le premier, c'est sur les projets open source. C'est vrai que là, ils sont clairement en avance par rapport à... C'est faisable dans Azure DevOps, mais bon, c'est nettement plus simple dans GitHub de pouvoir accéder à des projets open source. Et sur la masse d'utilisateurs, il y a évidemment beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, si à un moment donné, il y a besoin de fusionner des outils ou autres, quand ils vont devoir choisir... Est-ce que c'est pas GitHub qui va un peu prendre le pas sur certaines fonctionnalités par rapport à Azure DevOps, vu la masse des utilisateurs qui se trouvent derrière? Je pense qu'en fait, les gens qui ont accès à GitHub ou à Azure DevOps sont pas les mêmes. La target, c'est pas la même. Je pense qu'Azure DevOps c'est plus pour l'entreprise et GitHub est plus pour le côté open source. Ils ont aussi cette partie entreprise, mais elle est moins développée. Et tu mets pas que du code source dans GitHub. Tu mets pas du code source dans GitHub? Tu mets pas que du code source dans GitHub. Alors non, tout à fait. Nous, on a nos pipelines de développement, on a de build, tout dedans. Laurent, tu es sous GitHub en privé? Ouais. Ou je suis en privé pour mes projets personnels, public et privé, mais au niveau professionnel, on est sur GitHub. Ouais. Mais on utilise des outils autour, comme Jira, parce qu'effectivement, c'est pas assez développé. À l'époque, quand on a commencé, il y a des années, il n'y avait pas ces possibilités qu'il y a sur Azure DevOps dans GitHub. Oui, c'est il y a longtemps où tu avais fait d'ailleurs un complément pour Git, Git diff margin là.
qui permet de voir de façon plus friendly l'évolution du code source, comparaison entre deux fichiers. Ouais, merci pour la pub d'ailleurs. Ah ouais, tant qu'on y est. Tu vois que je suis vendeur. Ouais, si t'es vendeur. Je retire ce que j'ai dit. Maintenant, Richard, rien n'empêche, tu peux connecter un Azure DevOps sur un dépôt Git, enfin GitHub. Hein. Oui, ça c'est une chose que je fais par exemple pour Git diff margin. C'est le repo, il est sur GitHub, mais le CI, il est sur Azure DevOps. C'est ça, par exemple, ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, donc tout ce qui est pipeline de build, tu peux le mettre sur Azure DevOps en utilisant ton dépôt GitHub. Ouais, absolument. Et tu peux faire un mix de mémoire, je pense que tu peux faire un mix des work items, donc des tâches, bugs et autres, et qui a d'ailleurs un préfixe à utiliser, je ne sais plus ce qu'ils ont utilisé, si c'est un dièse, quelque chose, à un moment donné, ils parlaient de dièse AZ pour faire un Azure, de pouvoir les lier les uns avec les autres, parce que quand tu cliques sur un lien, donc il y a moyen de relier en tout cas les deux environnements, même au niveau des work items, des bugs, des tâches. Ça, c'est faisable aussi. Ok. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à rajouter? Puisqu'il est 18h01. Et nous avons commencé à 17h05. Voilà. Bon, écoutez, merci d'être venu à tout le monde. Et puis, on va essayer de se retrouver la semaine prochaine. Et puis, portez-vous bien et surtout, évitez de sortir, comme on dit en ce moment. On aura encore pour un moment. T'es dans l'espace, toi. Oui. Évitez de sortir. J'espère pour toi. Reviens, Richard, reviens. Allez, ciao. Ciao, merci. Ciao à tous.